Donc, bonsoir les amis. Je vous avais promis une vidéo là, sur la stratégie. On n'avait pas encore fait ça. Donc maintenant j'ai du temps. On va faire ça rapidement. Donc c'est quoi la stratégie? Donc la stratégie ici, c'est le fait de voir des indicateurs et puis comment, bon, tout simplement, quand on vous dit stratégie là, si c'est, je sais pas, jouer aux dames, jouer aux échecs, stratégie, bof, je sais pas, je vais même jouer à un jeu. Je crois que vous avez vu sur mon truc là, Clash Royale. Voilà. Partout il y a des stratégies. Donc ces stratégies là, c'est un ensemble de procédés qu'on met en place afin de pouvoir gagner tout simplement. Et c'est pareil ici, c'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est quoi cet ensemble de procédés là? D'abord nous avons vu l'analyse qui est le pilier même du trading. Si vous ne maîtrisez pas l'analyse, vous n'allez pas arriver quelque part. Donc les indicateurs c'est bien beau, mais c'est vraiment inutile sans une bonne analyse. Voilà, c'est un peu comme avoir des meilleures armes puis partir à la guerre. Si tu ne sais même pas c'est la guerre à quel niveau, où se situent même les gens que tu dois combattre, tu auras beau avoir la meilleure arme, tu ne pourras rien faire. Parce que tu ne sais même pas où sont tes ennemis. Tu ne sais même pas c'est quel type de guerre. Peut-être c'est une guerre bactériologique, tu vas arriver, tu vas sentir l'odeur, tu vas mourir. Bon, un tas de trucs comme ça. Donc ici, on va voir un peu quels sont les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, ce sont les armes, justement. Donc, ces indicateurs techniques vont nous permettre de donner ce qu'on appelle des setups. Des setups, c'est à la fois des confirmations et aussi des trades qu'on prend. Donc, voilà. Quand on dit on prend tous les setups baissiers, ça veut dire qu'on va prendre toutes les confirmations d'une baisse. Si on dit on prend les setups haussiers, on va prendre toutes les confirmations d'une hausse. Donc, on va voir précisément ici comment trader en même temps. La vidéo sera longue et un peu de mauvaise qualité afin que tout le monde puisse télécharger ça. Parce que voilà, si c'est long et puis c'est de bonne qualité, ça va être chaud. Donc j'ai pris un graphique ici au hasard. Le graphique du dollar australien contre le yen japonais. Donc on va faire une petite révision de ce qu'on voit. Si on est trader et qu'on arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'on va se dire? Faut que je cherche à connaître les plus hauts et les plus bas. Première chose, théorie de dos. Donc les plus hauts et les plus bas. On a un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas ici, un haut, un bas. On voit que le plus bas qui est là n'est pas plus bas que le précédent. Donc on commence à suspecter un changement de tendance. Et on voit que le plus haut qui est ici, il n'est pas plus bas que le plus haut qui est là. Parce que dans une tendance baissière, selon la théorie de dos, les plus bas doivent être toujours de plus en plus bas et les plus hauts doivent être toujours de plus en plus bas aussi, dans une tendance baissière. Et on remarque que ici, c'est pas respecté. Donc à partir de là, on suspecte soit une tendance haussière, soit un range. Et qu'est-ce qui est venu après? On remarque cette fois-ci un creux plus bas que les précédents. Ça veut dire que le prix, il n'a pas vraiment de direction précise et il est en train de former ce qu'on appelle un range ou une zone d'accumulation. Donc, c'est un peu comme ça l'analyse. Maintenant, puisque je connais les sommets et les creux, je vais essayer de les relier entre eux. Voilà. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois dans le groupe, ma configuration préférée, ce sont des ranges. Les ranges et puis les canaux ici, les canaux baissiers. En trading, je vous ai donné plein de schémas graphiques pour l'analyse. Mais un bon trader, c'est quelqu'un qui se focalise sur 2 ou 3 configurations graphiques. Et il va les chercher partout. Donc, en général, sur les paires de devises qu'il utilise. Donc, moi, ce que je trade, ce sont les canaux haussiers et les canaux baissiers. C'est uniquement ce que je trade. Maintenant, si parmi ces canaux-là, j'ai découvert, par exemple, épaule tête épaule, ou bien double bottom, ou bien, je sais pas, un canal d'élargissement, un bissou, ça va pas me gêner parce que moi, je maîtrise tout. Mais pour un bon débutant qui veut faire vraiment un bon trading, c'est mieux de connaître tout, mais c'est mieux de maîtriser seulement 2 ou 3. Voilà.
Donc voilà un peu l'analyse. On a fait notre analyse, on a vu qu'on est dans un range, on a tracé le range, etc. etc. Voilà un peu. Maintenant, je vous ai dit, il y a une autre analyse qu'on appelle les chandeliers. Et ce sont les chandeliers là qui vont nous permettre de trouver une première confirmation. On appelle ça le price action, trouver des confirmations à partir des chandeliers. Donc ici, on remarque bien que cette zone-là, on a un marteau. Là, on a eu plein d'étoiles filantes et d'un pendu. Là, on a eu un avalement haussier. Là, pareil, plein d'hommes pendus et d'étoiles. Donc, en quoi consiste maintenant le trading en tant que tel? C'est d'abord de tracer les différents schémas graphiques et d'identifier les zones où le prix a tendance à rebondir. Et justement, dans un range, le prix rebondit en haut là et en bas, entre les deux lignes que j'ai tracées. Et ces zones, on les appelle les zones critiques ou les zones d'intervention. C'est-à-dire, ce sont des zones où on va chercher à trouver des confirmations pour trader. On ne trade pas n'importe comment. Avant de lancer un trade, vous devez savoir où vous êtes. C'est ça. Donc, je vous ai dit, le trading, c'est comme la guerre, c'est comme la chasse. On ne va pas chasser en allant poursuivre un gibier dans la forêt comme ça. On va placer des pièges à quelques endroits. Quand le gibier va arriver là-bas, c'est là maintenant, on va tirer sur lui. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Donc, l'analyse va nous permettre d'abord de définir ces différentes zones où on va attendre le prix. Donc, ici, on voit que le prix rebondit sur les différents extrémums. Donc, on va attendre qu'il arrive sur un extrémum et ensuite réagir. C'est comme ça on traite. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, on sait que le prix, à chaque fois qu'il va arriver sur un extrémum, il va changer de direction. Donc, ok. Là, c'est ce qu'on sait. Maintenant, le prix, il peut arriver sur comment on appelle ça? Sur l'extrémum, et puis ne pas changer de direction tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises ici. On voit que le prix a dépassé un peu. Le prix a dépassé ici, il a dépassé ici, il a dépassé ici. Voilà. Donc le prix peut dépasser souvent. Et quand le prix dépasse, faut pas trader bêtement. C'est pas dès que le prix il arrive sur la zone d'intervention, on trade. Dès qu'il arrive même sur cette zone d'intervention, c'est là on va chercher à viser, on va chercher à mettre notre balle et puis à tirer. Donc c'est un peu comme ça. Donc on regarde, on attend que le prix fasse une configuration de bougie avant qu'on se lance. Donc le prix il est arrivé ici maintenant. Il est arrivé sur notre zone d'intervention. Il est sorti un peu, mais regardez quand il est revenu, il a fait une jolie étoile filante. Donc à partir de là, on ne réfléchit plus. Et effectivement, celui qui n'a pas réfléchi, il allait prendre 40 pips, 400 points cadeau. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est pareil, puis ici le prix il est sorti un peu, on ne traite pas pour le moment, on attend une configuration. Et là, à partir de cette bougie verte là, on a eu une étoile filante encore. Et là, on pouvait vendre. Et quelqu'un qui allait vendre là actuellement, il serait ici. Et c'est pas mal, hein? 20 pips par heure. Avec 20 pips là, vous pouvez vous faire une belle vie dans le trading. Mais moi, je suis en général quelqu'un qui cherche beaucoup de pips. Et c'est pour ça que je pratique plus du swing trading. Faut pas étudier, il faut rester pour faire une petite. Donc voilà un peu comment on fait les choses. Maintenant, ce qu'on devait voir aujourd'hui, ce sont les indicateurs. Je vous ai montré un peu comment la stratégie fonctionne. Mais la stratégie ne serait pas complète si vous n'utilisez pas un indicateur. L'indicateur, c'est comme une balle. C'est comme votre technique secrète. Oui. Faut l'entendre. Donc l'indicateur, comme je vous ai dit, c'est comme une balle. C'est votre technique secrète à vous. Les indicateurs, vous allez utiliser seulement l'indicateur que vous-même vous aimez. Donc je vais vous montrer les meilleurs indicateurs ici. Vous pouvez aller étudier d'autres indicateurs. Maintenant,
quelque chose à vous dire avant de commencer. Comme on dit indicateur, l'indicateur ne va pas permettre de savoir où le mouvement va partir. Il va juste nous indiquer. C'est comme un panneau de signalisation. Voilà, c'est tout. Il va juste nous indiquer. C'est comme un GPS, je sais pas. Mais l'indicateur, c'est pas vraiment ce qui va nous permettre de trader. Ce qui va nous permettre de trader, c'est tout un système. Et c'est ce qu'on appelle le plan de trading. Et le plan de trading, ça commence d'abord par une bonne analyse. Ensuite, par une bonne maîtrise des chandeliers ou bien des bougies là. Et si on finit ça maintenant, une bonne maîtrise d'un indicateur spécifique qu'on va utiliser. Donc, et puis la gestion des risques. La gestion des risques, là, je vais faire une autre vidéo parce que j'ai l'impression que je n'ai pas vu l'ancienne vidéo. Donc, une bonne gestion des risques, une bonne stratégie en passant par les indicateurs et une bonne analyse. C'est fini. C'est tout ce qu'il faudra pour savoir trader comme un professionnel. Donc, voilà un peu ce qui va se passer ici. On va voir d'abord les moyennes mobiles. Donc, voici une moyenne mobile. Donc, voilà d'abord comment on prend les indicateurs sur MT5 sur Android. Vous venez sur cette fonction à F, vous cliquez et vous allez voir plein d'indicateurs. Attendez. Voilà, et vous appuyez sur F, vous allez voir plein d'indicateurs. Il y a différents types d'indicateurs, des indicateurs de tendance, des indicateurs oscillateurs, des indicateurs de volume. Et bon, Bill Williams, ça c'est des catégories spécifiques qu'on ne va pas voir parce que ça sert à rien justement. Donc, la tendance, comme je vous ai parlé la dernière fois, il y a plusieurs tendances. Et le marché ne fait que ça. Il y a des tendances baissières, des tendances haussières et des tendances range. Ces indicateurs-là vont nous permettre de nous indiquer ou bien de nous informer sur la tendance qu'il y a actuellement. Donc, l'indicateur de tendance que moi j'utilise, ce sont les moving average, ça veut dire moyenne mobile. Maintenant, comme pour tout indicateur, il y a une période à considérer. Moi j'utilise 15, 7, 14. Ce sont des périodes que j'aime utiliser, mais c'est complètement arbitraire. Donc voilà un peu. Voilà. Donc comment on interprète cet indicateur? Comment on sait ce qu'il veut nous dire? Donc la moyenne mobile, c'est un indicateur qui va nous permettre de savoir dans quel type de tendance nous sommes. Première chose à savoir, lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, alors on est dans une tendance baissière. Quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on est dans une tendance haussière. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, lorsque le prix il ne fait que osciller entre les moyennes mobiles, c'est-à-dire en haut, en bas, en haut, en bas, comme ici, là, on est dans une tendance range. Voilà. Donc, les moyennes mobiles là vont nous permettre de définir vraiment dans quel type de tendance nous sommes, ce qui est très important. Et ça va nous permettre aussi de savoir à quel moment acheter, à quel moment vendre, ou bien à quel moment les confirmations sont bien arrivées. Donc par exemple là, quelqu'un qui avait défini cet extrémum là, il allait avoir une étoile filante. Mais il pouvait se dire, bon, je vais attendre plus de confirmation. Il allait attendre lorsque le prix allait être en dessous de la moyenne mobile pour commencer à vendre. Vous voyez, donc la moyenne mobile, parce que ici le prix était au-dessus de la moyenne mobile. Et au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire qu'on a une tendance haussière. Donc ce serait vraiment dangereux de prendre un trade là. Donc la personne allait attendre que le prix soit en dessous et de prendre maintenant le trade. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je viens de vous indiquer là, c'est très très mauvais. Parce que les trades, on les prend vite. Dès qu'on arrive sur la zone d'intervention et qu'on a eu une jolie étoile filante comme ça, on prend directement. On ne réfléchit pas. Parce que quand on va durer, on aura du mal à passer un bon stop loss. Et le prix peut venir taper très facilement. Donc, on va voir un peu comment on utilise les moyennes mobiles dans le cas du day trading. Mais pour le moment, c'est pour vous indiquer un peu les généralités sur les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles, c'est un outil statistique. Hein. Comme je vous ai dit, quand il est en bas, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière. Quand le prix est en bas, quand le prix est en haut, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Autre chose à savoir, les moyennes mobiles vont nous permettre de définir un peu la force du mouvement. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que à chaque fois que le prix est éloigné
de la moyenne mobile. Regardez la distance qui sépare le prix avec la moyenne mobile. À chaque fois que c'est grand, ça veut dire que le mouvement est puissant et le mouvement ne va pas tarder à s'arrêter. Quand un mouvement est trop puissant, il a tendance à revenir. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Là, vous voyez, l'écart est un peu grand. Et l'écart était devenu tellement grand ici que le prix il est revenu. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, lorsque le prix est trop éloigné de la moyenne mobile, ça veut dire que le mouvement est très fort et le mouvement ne va pas tarder à s'essouffler. Donc, c'est un bon indicateur aussi pour fermer ses positions, clôturer ses investissements. Donc, ça, c'est la deuxième chose à savoir sur les moyennes mobiles. Troisième chose à savoir sur les moyennes mobiles, c'est que les moyennes mobiles, en général, les gens utilisent deux moyennes mobiles en même temps. Et de différentes périodes. En général, la moitié. Donc ici, après 15, je prends 7. Voilà. Je prends 7. Donc, les gens ont tendance à dire que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, le mouvement change de direction. Donc ici, par exemple, les moyennes mobiles se sont croisées. Et le prix était en dessous des deux moyennes mobiles. Ça veut dire qu'on aura une tendance baissière. Et c'est bien ce qui s'est passé. Quelqu'un qui avait pris ce setup, c'est ça qu'on appelle des setups, il allait avoir pratiquement 100 pips, 129 pips. Mais on ne prend pas ça n'importe comment. On prend ça seulement dans des zones d'intervention, c'est-à-dire après avoir fait notre analyse. Donc voilà un peu. Mais les croisements des moyennes mobiles, c'est en retard en fait. Parce que quelqu'un qui utilise le price action, comme je vous ai dit, c'est la confirmation par les chandeliers ou même par les japonais. Regardez là, lui, il voit un joli homme pendu là. Il allait faire quoi? Il allait vendre tout de suite. Et par contre, lui, il allait avoir 200 pips. Mais quelqu'un qui allait utiliser la confirmation par les croisements des moyennes mobiles, il allait prendre ici et il allait avoir seulement 130 pips. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le price action est plus rapide. La lecture des chandeliers est plus rapide. Mais le croisement des moyennes mobiles aussi, c'est bon. Je ne vais pas dire que c'est meilleur, mais c'est bon. Donc, mais le croisement des moyennes mobiles, c'est qu'il faut savoir, les indicateurs, on ne les interprète pas sur des unités de temps élevées. Ils sont un peu contraires à l'analyse. L'analyse, on le fait sur des unités de temps élevées. Par contre, les setups là, on les prend sur des unités de temps faibles. Donc, par exemple, dans notre cas ici, on va prendre un exemple pratique d'un style de day trading. Vous allez voir un peu comment ça marche. Donc, un day trader, supposons, il est arrivé ici, où j'ai mis la barre verticale là, et il a vu quoi? Il a vu un homme pendu. Il s'est dit non, je vais commencer à vendre directement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Un day trader, c'est quelqu'un qui utilise un indicateur technique qu'il aime d'abord. Donc, il ne va pas commencer à vendre ici parce que le prix, c'est pas parce que on a eu un homme pendu que le prix va descendre forcément. Parce que là, on n'est pas sur une zone d'intervention. Donc, le prix peut remonter. Mais ce qu'il va se dire, c'est que comme j'ai vu un homme pendu, j'ai plusieurs chances que le prix descende. Et parce que j'ai plusieurs chances que le prix descende, je vais aller maintenant sur des unités de temps faibles et je vais prendre tous les setups baissiers à partir de ma ligne verticale. Donc, tous les setups baissiers, ce que je vous ai dit, ce sont des confirmations des indicateurs techniques. Par contre, ici, par exemple, ici, on a eu croisement des moyennes mobiles. En plus, on a eu le prix qui est en dessous des moyennes mobiles. Donc, il allait prendre là et il allait gagner 176 points. Donc, c'est un peu comme ça un day trader trade. Donc, il va d'abord aller sur des unités de temps élevées, trouver des zones d'intervention ou bien des bougies spécifiques, et ensuite revenir sur des unités de temps faibles et utiliser son indicateur pour trader à chaque fois. Donc, quand les moyennes mobiles se croisent et que le prix est en dessous, il va vendre. Et justement, il a un setup baissier. Un setup baissier, ça veut dire qu'il va prendre seulement des trades à la baisse.
seulement des trades à la baisse. Donc voilà un peu. Et maintenant, à chaque fois que les moyennes mobiles vont se recroiser et que le prix sera au-dessus, il va fermer ses positions. C'est comme ça marche. Donc, ici, le day trader, il allait prendre ici, il allait fermer ici parce que les moyennes mobiles se sont coupées. Attendez, voilà. Un day trader, il allait prendre ici et il allait fermer ici parce que c'est coupé. Enfin, je peux couper. Donc, voilà un peu. Et à chaque fois que le prix allait se recouper et que les prix allaient être en bas, il allait prendre encore. Et etc. Ici, il allait prendre tant de pips. C'est ce qui fait que dans une journée, il ouvre des positions et il ferme des positions tout en profitant des variations de prix. Et c'est bien ce qu'on a donné comme définition, n'est-ce pas? Donc voilà un peu, il allait prendre 40 pips ici. C'est ça un peu la vie des traders. Mais là, il s'est dit dans sa tête, j'ai seulement des setups baissiers. Pourquoi en étant H4 non? Parce que là, j'ai un homme pendu. Tout en haut là, j'ai un homme pendu. Donc je vais seulement vendre. Mais je vais aller vendre sur des unités de temps faibles. Parce que c'est sur les unités de temps faibles qu'on utilise les indicateurs. Donc il allait vendre plusieurs endroits, ici, ici, ici. Ici, il n'allait pas vendre parce que là, on est sur des setups ici, alors qu'il y a un setup baissier. Donc, il allait vendre encore ici. Vous allez voir que c'est très très intéressant comme style de trading. Voilà, dans 7 pips. Là, il allait clôturer, il allait ouvrir ici, etc., etc. En tout cas, vous comprenez un peu comment un day trader fonctionne. Mais là, c'est un day trader qui aime utiliser les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles, il y a 3 choses à retenir et on passe au suivant. D'abord, quand le prix est en dessous, tendance baissière. Quand le prix est au-dessus, tendance haussière. Quand le prix varie entre les moyennes mobiles, on parle de range. Ensuite, la notion de volume. Lorsque le prix se sépare trop des moyennes mobiles, on dit que le mouvement est puissant, c'est-à-dire qu'on a un grand volume et le mouvement ne va pas tarder à changer de direction. Troisième chose à savoir, c'est que les moyennes mobiles, on utilise en général deux. Une élevée et l'autre faible. Par exemple, ici, j'ai pris moyenne mobile 15 et moyenne mobile 7. Et lorsque les deux vont se croiser, le prix va changer de direction. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les moyennes mobiles. Ça, c'est un bref résumé. Ensuite, on va voir le RSI. Donc, le RSI, ok. Donc, je vais enlever les moyennes mobiles d'abord et puis on va voir le RSI. Le RSI, ça c'est vraiment mon crush. Avant j'utilisais le stochastique oscillateur, mais le RSI est beaucoup plus riche que lui. Donc voilà, comme je vous ai dit, chaque indicateur a une période. Et la période là, c'est quoi? Je dois vous dire ça maintenant. À chaque fois que vous utilisez des périodes élevées pour des indicateurs, les indicateurs vont vous donner des informations ou des indications précises, mais ne vont pas vous donner tout le temps des indications. Donc plus la période d'un indicateur est élevée, plus celui-ci est précis et plus celui-ci est lent à vous donner des informations. Mais plus la période est faible, plus celui-ci est rapide, mais moins sa fiabilité sera. Donc c'est ce qu'il faut savoir sur les périodes. Moi j'utilise des périodes relativement courtes, mais je vais sur des unités de temps élevées, donc ça compense un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vraiment procéder de la manière dont je vous montre là, utiliser des périodes faibles, c'est meilleur. Donc les périodes élevées là, c'est pour ceux qui font du position trading ou bien de l'investissement. Donc voilà le RSI, voilà à quoi il ressemble. Vous avez sûrement déjà vu ça sur mes graphiques. Donc le RSI, il est toujours en train d'osciller entre deux droites. Voilà, disons ça comme ça. Ici, la droite en pointillé là, c'est la zone de 70.
et la droite en pointillé en bas, c'est la zone des 30. Maintenant, moi, je vous conseille, si vous utilisez cet indicateur-là, de mettre en plus la zone des 50. On va voir pourquoi. Donc, la zone des 30, on appelle ça la zone des ventes. Lorsque le prix est en dessous de la zone des ventes, on dit alors que l'actif financier est survendu. Quand il est survendu, ça veut dire que les gens sont tellement en train de vendre que le prix a baissé. Et si le prix a baissé, ça veut dire quoi? Si plein de personnes vendent sur un marché, ça veut dire quoi? Plein de personnes vendent. Ça veut dire que beaucoup de personnes, ça veut dire que le prix est en train de chuter. Si plein de personnes vendent, ça veut dire que le prix de ce truc est en train de chuter. C'est un peu comme le maïs, on dit c'est la saison. Plein de personnes viennent vendre, donc le prix est bas. Et quand le prix est bas, qu'est-ce qui se passe? Plein de personnes viennent acheter. Et les vendeurs vont peu à peu écouler leur stock et il va rester quelques petits vendeurs face à un grand nombre d'acheteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix va remonter. Et c'est ce qui se passe sur le RSI. Lorsqu'on est dans la zone de survente, les gens achètent tellement que le prix commence à remonter encore. Donc, vous voyez quelqu'un qui était ici et qui avait acheté, il allait se retrouver là avec, là vraiment, ça fait près de, ça fait 135 pips, si je ne me trompe pas. Non, c'est 1300, comme ça. Bon, je vois pas bien. Mais en vrai, c'est beaucoup, hein. C'est 1300 pips. 1300 pips, là, ça vous fait des millions. Bon. Ça, c'était pour la zone des surventes. C'est quand le RSI est en dessous des 30. Maintenant, quand le RSI est au-dessus des 70, on dit qu'il est suracheté. Quand plein de personnes veulent acheter quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Le prix augmente tellement que ça devient impossible pour tout le monde maintenant d'acheter. Donc, vous achetez jusqu'à le prix devient 1 million. Personne ne va vouloir acheter encore. Personne ne va se dire, ouais, je vais acheter ce produit 1 million. Non. Les acheteurs vont commencer à diminuer parce que tout le monde n'a pas les moyens. Et quand les acheteurs vont commencer à diminuer, le prix va baisser. C'est ce qui se passe sur le RSI. Donc, en gros, le RSI, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que quand on est dans une zone de survente, le prix a plus de chances de changer de direction. Quand on est dans une zone de surachat, le prix a plus de chances de changer de direction et aller vers la baisse. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Premier lieu. Deuxième lieu, la zone des 50 que je vous ai dit de tracer. Donc, la zone des 50 sur le RSI, ça va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle des zones de rebond ou des pullbacks. Ça va nous permettre aussi d'identifier ce qu'on appelle des setups aussi. Donc, lorsque le RSI va couper la zone des 50, on est sur un setup. Si ça coupe pour aller en haut, c'est un setup d'achat. Si ça coupe pour aller vers le bas, c'est un setup de vente. C'est-à-dire des trades qu'on peut prendre, quoi. Maintenant, la zone des 50. Le RSI, il est très mauvais dans les tendances. Parce que ce n'est pas un indicateur de tendance, c'est un indicateur oscillateur. Oscillateur, ça veut dire quoi? Qu'il va essayer d'horizontaliser le prix. C'est-à-dire le prix est en train de grimper seulement, mais le RSI va faire seulement des oscillations. En haut, en bas, en haut, en bas. Donc le RSI va nous montrer une nouvelle manière de voir le prix. Et on appelle ça horizontaliser le prix. Donc le RSI, puisqu'il horizontalise le prix, ça veut dire qu'à chaque fois que le prix va faire des retracements, les retracements, voilà ça. Donc ici, on est sur une tendance haussière, vous êtes d'accord avec moi? Les retracements, c'est quand le prix monte, descend un peu et remonte. Ça sont les retracements baissiers parce qu'on est dans une tendance haussière. C'est-à-dire le prix redescend avant de sauter encore. Voilà. Quand nous-mêmes on veut sauter en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on fait? On s'abaisse d'abord avant de sauter. Et c'est ce que le prix fait à chaque fois. Le prix s'abaisse, il saute, s'abaisse, il saute. Maintenant, pour un trader qui veut rentrer sur le trade alors qu'il est tard, il n'a pas pris la zone de survente ici, mais il veut profiter de la tendance, parce que c'est une belle tendance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le RSI et il va attendre un rebond. Le rebond, c'est quoi? Le rebond, c'est à chaque fois que le prix revient sur la zone des 50. Ça, c'est très important. À chaque fois que le prix va revenir sur la zone des 50, ça veut dire que c'est un meilleur point pour acheter de nouveau. Ou bien acheter si on veut rentrer en retard.
sur le mouvement. Donc, il allait quelqu'un qui avait acheté au setup aussi ici, il allait acheter ici. Il allait revenir acheter ici encore parce qu'on a eu un pullback sur la zone des 50, c'est-à-dire un retracement. Il allait venir acheter ici aussi, prendre un retracement, acheter ici aussi, jusqu'à en haut là-bas. Donc, le RSI va nous... Et on appelle ça le pyramidage. Le pyramidage, c'est acheter, 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 acheter et profiter de toute la hausse ou bien de toute la baisse. Pyramidé. Donc, le RSI va nous permettre de faire ça parce qu'il vient rebondir à chaque fois sur la zone des 50. En gros, c'est ce qu'on a fait matin sur l'euro USD. On avait raté un peu la baisse. Donc, on a attendu un retracement du prix. On a vu quand le RSI allait toucher la zone des 50, on a vendu. Et actuellement, on est en train de bien gagner. Donc, voilà un peu deuxième chose à savoir sur le RSI, la zone des 50 qui nous permet de prendre des setups haussiers et des pullbacks. Les pullbacks qui sont super importants. Pour ceux qui veulent vraiment détruire le marché, c'est-à-dire ils ont repéré une bonne situation d'achat, ils vont acheter jusqu'à ce que le prix soit fatigué. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dernière chose à savoir sur le RSI et la plus importante d'ailleurs, on appelle ça la divergence. La divergence, c'est quoi? C'est lorsque le prix va dans une direction et le RSI va dans une autre direction. Les deux ne vont pas dans la même direction, donc ils sont en désaccord. Et ce désaccord-là s'appelle la divergence. Le RSI, ce qu'il faut savoir, c'est, disons, un indicateur miraculeux. Quand lui va dans un sens, c'est le prix qui doit le suivre. Donc je dis ça, j'exagère. C'est le prix qui doit le suivre. Si le prix ne le suit pas, ça veut dire que le prix est en train de s'essouffler et le prix va forcément le suivre. C'est comme ça. Donc, on va essayer de voir un peu, je vais trouver une divergence et puis je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, la divergence, c'est pour nous permettre d'anticiper des retournements de... Voilà, j'ai trouvé une belle divergence. C'est pour nous permettre d'anticiper des changements de direction. Donc, en gros, comme je vous ai dit ici, le prix, lui, il est en train de monter. Vous voyez bien que le prix monte. J'ai tracé un trait. Et dans ce même laps de temps, là, le RSI faisait quoi? Le RSI est en train de descendre. Voilà, le RSI est en train de descendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la divergence baissière. C'est-à-dire le prix montait, mais le RSI le descendait. On appelle ça une divergence baissière. Ça veut dire qu'une divergence baissière, ça veut dire que le prix est en train de s'essouffler. Le mouvement est en train de s'essouffler. Ça veut dire que ce gros mouvement-là est fatigué. Ce gros mouvement d'achat-là est fatigué. Et le prix ne va pas tarder à baisser. Et c'est ce qui s'est passé. Le prix a baissé à partir de là. Dès que maintenant, à quel moment la divergence se confirme? C'est quand le prix coupe la zone des 50. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc quelqu'un qui avait acheté, enfin quelqu'un qui avait vendu ici, parce qu'il avait constaté une divergence du RSI, il allait avoir 265 pips. 265 pips, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Donc 265 pips, cadeau comme ça, parce qu'il a anticipé une divergence baissière. Donc c'est un peu ça la divergence. Le prix va dans une direction, RSI va dans l'autre. Mais le prix va forcément toujours suivre la direction du RSI. Donc on sait que le prix va commencer à s'essouffler et le prix va changer de direction. Donc ce sont les trois choses à savoir. Il y a divergence baissière, mais il y a divergence haussière aussi. Les divergences sont très rares. Je vais vous montrer une divergence haussière ici. Ça, on appelle ça la divergence du siècle. Regardez un peu. Le RSI est en train de monter durant ce laps de temps. D'accord? Et qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est en train de chuter. Donc vous voyez un peu comment la divergence est puissante. À partir de là, quelqu'un qui avait pris la confirmation, c'est-à-dire coupure des zones de 50, il allait prendre là et il allait bénéficier de toute la hausse. Il allait avoir 900 pips. 900 pips. Donc le RSI, si vous remarquez une divergence, le RSI lui par contre c'est un indicateur très spécial. Donc si vous voulez l'utiliser à pleine puissance, vous devez aller sur des unités de temps élevées.
si les unités étant élevées, si vous constatez des divergences là-bas, c'est que pendant tout un mois ou bien toute une année, le prix va aller seulement dans une direction, quoi. Donc le RSI, puissant indicateur. Trois choses à savoir sur le RSI: la divergence, la zone des 50, la zone des 70 et 30 qu'on appelle surachat ou survente. Donc on va voir les bandes de Bollinger après, je suis fatigué, donc on va voir ça après. Mais ça c'est très important. Tout ce qu'on vient de voir c'est très important. Oui, oui.